Derrière le projet de Singing in the Rain, il y a un homme qui s'appelle Arthur Freed, qui, depuis la fin des années 20, œuvre pour la comédie musicale à Hollywood. Il a écrit de nombreuses chansons avec un parolier qui s'appelle Brown, et il a monté au sein de la MGM une unité de production qui s'appelle la Freed Unit, qui a découvert un certain nombre de talents. Ils ont repéré Sid Charisse, ils ont travaillé aussi avec Judy Garland notamment, donc des grandes têtes d'affiche de la comédie musicale. Et il arrive à un moment, au début des années 50, une certaine mode qui consiste à faire des biopics des grands paroliers de la comédie musicale et à recycler le catalogue des chansons. Et Arthur Freed, qui en a un très grand nombre à son actif, se dit que c'est une très bonne occasion de le faire avec son propre catalogue. Et donc, il décide de compiler un certain nombre des chansons qu'il a écrites, dont Broadway Melody et Singing in the Rain, qui a déjà été affiché à la scène et à Broadway notamment, dès 1929. Reste à évidemment mettre en place un projet où il va avoir un scénario, quand même un fil conducteur qui va lui permettre de donner une sorte de direction qui permettra de donner une certaine logique à la succession de toutes ces chansons. Il envisage très vite de travailler avec le binôme qui est donc Stanley Donen, le réalisateur, et Gene Kelly. Gene Kelly qui est donc le rôle principal, qui est le danseur, mais aussi le réalisateur du film, qui ont notamment eu un très grand succès avec la comédie musicale Un jour à New York en 1948, et qui travaillent ensemble depuis 1942. Donc une fois que l'équipe est constituée, il va faire appel à des scénaristes de la maison, qui sont un tandem, qui sont Adolph Green et Betty Comden, qui au départ n'ont absolument pas envie de travailler sur ce projet. Ils ne voient pas du tout l'intérêt d'être en gros un peu les maçons pour trouver quelque chose qui va mettre en place qui va faire le liant, si vous voulez. Et selon leur propre expression, ils se trouvent piégés comme des rats dans une grange en feu parce que ils sentent absolument pas le projet. Ils envisagent à un moment de se retirer, ils veulent même faire grève avant de se rendre compte, un petit peu comme c'est le cas à la fin du film, qu'ils sont liés par contrat et qu'ils n'ont pas trop le choix. Il leur vient l'idée de situer l'action au moment justement de l'arrivée du parlant, et à partir de là, les choses se mettent en place de manière assez rapide, et ça va leur permettre d'évoquer cette période très particulière de l'histoire du cinéma, qui dans 1950 commence déjà un petit peu à dater, et qui a beaucoup de choses à raconter. L'anecdote justement de l'acteur qui propose de dire I love you à la place du texte qu'il n'arrive pas véritablement à apprendre et à incarner sur la longueur, est réellement arrivé dans les studios d'Hollywood. Donc ils se servent de certaines anecdotes comme ça pour un peu étoffer leur récit. Ils vont rajouter 2 chansons originales. Ce sera Moses, celle avec le professeur de diction, et Makes Them Laugh, interprété par Donald O'Connor, et qui s'avérera être un semi-plagiat d'une chanson qui s'appelle Be a Clown, dans un film de Vincent Minnelli de 1948, qui s'appelle The Pirate, et qui effectivement, quand on la voit, ressemble énormément sur cette recette de comment faire rire les gens, comment les amuser, avec un refrain qui est effectivement très proche. Pour le casting, Gene Kelly est tout trouvé, même si ce n'était pas la première idée au moment du projet, mais vu qu'il est justement en tandem avec Stanley Donen, on va vraiment imposer son style et sa manière de danser qui est assez particulière par rapport à ses collègues sur le milieu de la comédie musicale. Il vient du vaudeville, c'est un personnage qui est un petit peu plus ancré dans une certaine réalité, si vous voulez, qui a moins de raffinement que certaines des grandes têtes d'affiche. Et autour de lui va se constituer une équipe. Donc le personnage de Cosmo, qui est joué par Donald O'Connor, c'est quelqu'un qui a un certain succès à Hollywood depuis un certain moment pour des films qui ne sont pas vraiment restés dans les mémoires chez nous, sur l'histoire d'un mulet qui parle, Francis, mais c'est une série à succès en fait, donc il est un peu au devant de la scène, et c'est vraiment le personnage tout trouvé pour faire le binôme avec Gene Kelly. C'est quelqu'un qui a été pour la première fois sur scène à l'âge de 3 jours. Ses parents l'ont présenté au public. Il est dans le milieu circassien, du vaudeville et des acrobaties. Et dès l'âge de 3 ans, il commence à travailler sur scène, ce qui fait un peu écho à la première histoire où on les voit justement dès qu'ils sont enfants jouer dans les bars, etc. C'est un peu l'histoire de Donald O'Connor. Et donc il va former ce binôme avec Gene Kelly. Pour ce qui est du rôle féminin, on pense au départ à des actrices beaucoup plus connues. Il y a notamment Leslie Caron ou Judy Garland, qui sont de vraies stars sur ce domaine.
Et finalement, Louis B. Mayer, donc le producteur, décide de donner sa chance à une actrice qui est très peu connue, qui est sous contrat depuis peu de temps, qui était la Miss Burbank de 1948, qui est donc Debbie Reynolds, qui a 19 ans au moment où elle est donc engagée sur ce film. Donc pour elle, ça va être une grande première, et elle va devoir se retrouver avec des professionnels bien plus expérimentés qu'elle. Il y a aussi le personnage évidemment joué par Sid Charisse, hein, qui est donc cette danseuse dans les parties un peu fantasmées, oniriques, qui est là aussi elle fait partie vraiment de l'équipe de la Freed Unit. Et après ce film-là, elle aura plus que des premiers rôles. Elle a un autre défi, c'est qu'elle vient d'accoucher, donc on lui demande en un temps record de retrouver voilà, son poids d'origine et d'avoir voilà, les meilleures conditions physiques pour les numéros qu'elle jouera. Et on remarquera d'ailleurs que lorsqu'elle danse, il y a des chorégraphies dans lesquelles on insiste beaucoup sur les flexions du corps de manière à ce qu'on ne voit pas trop qu'elle est quand même aussi grande, voire plus grande que Gene Kelly. Et c'est assez intéressant quand on connaît l'information de voir à quel point ils ont justement écrit les mouvements de manière à ce qu'on puisse correspondre un petit peu au canon de ce que devrait être un couple hollywoodien dans les années 50. Le tournage est un tournage comme l'exige Hollywood à l'époque. C'est un tournage extrêmement efficace et dans lequel le travail est constant. Debbie Reynolds voilà, profite de sa carrure un peu athlétique pour encaisser les entraînements qui sont extrêmement intenses. Hein, Gene Kelly lui apprend les pas, l'enferme avec ses assistants jusqu'à ce qu'elle connaisse par cœur toutes les chorégraphies et qu'elles soient parfaitement synchrones pour les moments où ils vont être filmés. Stanley Donen et Gene Kelly se répartissent les scènes, hein, ils co-réalisent, mais ils ne sont jamais en fait réellement ensemble, ils se répartissent. On ne sait pas exactement lesquelles sont filmées par qui, on peut imaginer que celle où évidemment Gene Kelly est à l'écran, c'est lui qui les dirige. Et on a donc des morceaux de bravoure qui vont demander beaucoup d'investissement de la part des comédiens. Le numéro Make Them Laugh de Donald O'Connor, qui est un numéro dans lequel il va lui-même créer la chorégraphie, qui s'inspire de tout son passé de comédien, de vaudeville, d'acrobate, etc. Et qui lui vaudra quelques jours d'hospitalisation parce que, évidemment, ça se fait pas en une prise et le nombre de chutes qu'il fait, les traversées des murs, etc., vont avoir évidemment des conséquences sur sa santé physique. Et la scène maîtresse, qui est celle donc de la fameuse danse sous la pluie, là aussi, hein, va mobiliser de très nombreux techniciens. D'abord, il faut régler un problème, c'est qu'ils se rendent compte, ils tournent ça sur plusieurs jours, qu'à partir de 17h, il n'y a plus de pression parce que tous les gens du quartier arrosent leur jardin et que donc ils n'ont plus une pluie assez drue pour pouvoir évidemment avoir la continuité entre les plans. Et Gene Kelly se retrouve dans un costume, hein, il est dans une sorte de costard en tweed qui, au fur et à mesure des prises et des heures, lui rétrécit sur le corps et finira avec 40 de fièvre, mais ils arrivent à faire voilà, tout ce qu'ils veulent concernant cette fameuse scène. Quasiment à la fin du tournage, les producteurs sont attentifs évidemment à ce qui se fait, et exactement comme le film le raconte, à ce qui marche. Et on est attentif au précédent film de Vincent Minnelli, qui est un Américain à New York, à Paris, excusez-moi, dans lequel il y a un grand ballet qui est vraiment un morceau de bravoure, un petit peu décroché du récit, et qui donnera l'idée de ce Broadway mélodie qu'on a dans le film. Donc là, on donne une rallonge de $600 000, ce qui est vraiment extrêmement conséquent pour le budget du film, pour tourner toute cette partie qui va avoisiner les 12 minutes et qui va ajouter du panache et quelque chose proche de l'abstraction hein, dans toute la dynamique du film. Le film, comme on le voit aussi dans le récit, va donc faire l'épreuve d'une avant-première et à l'issue de laquelle ils vont quand même couper 18 minutes, enlever 2 chansons et à partir de là, il sort dans les salles et c'est un très grand succès en 1952, à la fois public et critique et qui va évidemment rester dans les mémoires. Debbie Reynolds va devenir une star. Pour Gene Kelly et Stanley Donen, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, en 55, ils vont sortir leur film suivant, qui s'appelle Beau Fixe sur New York, qui va être contre toute attente vraiment un four. Et à partir de là, ils vont se séparer.
Gene Kelly continuera de manière un peu plus modeste sa carrière, et Stanley Donen va vraiment entamer un nouveau cycle dans sa carrière. Il fera quelques comédies musicales, mais surtout, il va se tourner vers le drame, la comédie. Bon, il y a un très beau film de lui qui s'appelle Charade, hein, avec Audrey Hepburn, qui est vraiment assez délicieux, et un autre film beaucoup plus dramatique qui est Voyage à deux, hein, sur le délitement d'un couple sur plusieurs années, un film très ambitieux dans son écriture, qu'on aura peut-être l'occasion de voir un jour ici, parce que ce sont des films vraiment très intéressants. Donc si on regarde un petit peu la manière dont cette comédie musicale, qui est devenue une sorte de symbole, hein, d'archétype de ce que peut être la comédie musicale de l'art classique à Hollywood, la manière dont elle fonctionne, la première chose, c'est qu'évidemment, c'est une comédie musicale qui parle du milieu du spectacle. Hein. Elle évoque plusieurs domaines, elle évoque le vaudeville, elle évoque évidemment le cinéma muet, l'arrivée du cinéma parlant, et évidemment l'irruption de la musique au sein du cinéma et la naissance de la comédie musicale. Donc ce principe du film, de la comédie musicale autoréférentielle, on le retrouve dans un certain nombre de comédies musicales. Vous avez 42e rue, vous avez l'année suivante, toujours avec Vincent Minnelli, The Bandwagon, Tous en scène, hein, avec ce fameux That's Entertainment qui pourrait être une espèce de suite à Make Them Laugh. On explique comment ça fonctionne, et en fait on a une sorte de manière qu'a Hollywood de montrer d'une certaine façon les coulisses et la manière dont il fonctionne, avec tout cet aspect documentaire très amusant sur l'arrivée de la technique, du parlant, et évidemment tous les déboires que ça peut occasionner, et puis surtout aussi les traumatismes que ça peut causer, qui ont été vraiment réels dans l'industrie. C'est vraiment une rupture majeure. On a eu l'occasion d'en parler ici, quand on avait projeté notamment il y a quelques années Les temps modernes de Chaplin. Chaplin fait partie de ceux qui auraient dit à la première vision, ouais, ça c'est une petite mode, et il avait dit, ça va durer 6 mois et ce sera terminé. Ce qui fait qu'en 1936, soit 9 ans après le premier film parlant, il n'a pas encore réussi à passer au dialogue dans les temps modernes. Il est encore à des bandes sonores, et c'est quelque chose qui va être assez difficile pour lui. Il y en a un autre, on aura l'occasion normalement de voir un de ses films cette année, c'est Buster Keaton, qui lui a vu vraiment un arrêt net de sa carrière à l'arrivée du parlant. Et c'est le sujet d'un film qui date de 1950 de Billy Wilder, qui est Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule, qui normalement devrait être programmé cette année, on attend la confirmation, mais dans lequel on va voir le pendant vraiment tragique. Ici, c'est traité d'une manière évidemment beaucoup plus légère et comique, mais on a évidemment ces actrices qui ont été des stars absolues du muet et qui ne sont plus que les ombres d'elles-mêmes quand le cinéma passe à une nouvelle ère, si vous voulez. Là, dans cette comédie musicale, on va le prendre sur un ton plus léger, et ça va être aussi une manière pour Hollywood de se glorifier, de tisser en gros ses propres lauriers, en expliquant la manière dont ça fonctionne. La comédie musicale, c'est aussi quelque chose qui a un rapport avec une certaine image des émotions, de la joie et de l'insouciance. Et c'est vrai que l'un des mots qu'on retient le plus souvent quand on voit des commentaires sur Singing the Rain, c'est justement cette idée d'un film qui donne le sourire et qui serait une illustration un peu parfaite de ce que pourrait être justement le bonheur et l'insouciance. On le voit à travers le motif notamment de l'enfance. Si vous regardez la manière dont les personnages se comportent, c'est un thème qui est assez omniprésent. Ce duo Cosmo et Don, qui justement depuis l'enfance travaillent ensemble, il y a une espèce de complicité amicale, mais qui fait d'eux des espèces de grands enfants qui transforment tout en amusement. Et ça, bien entendu, c'est un des ressorts principaux de la comédie, mais on les voit dans une logique soit de sabotage, on le voit avec le cours de professeur de diction par exemple, on voit évidemment la manière dont quelqu'un ne peut pas résister à marcher dans les flaques d'eau avant d'être penaud devant un agent de police, etc. On a toujours ces images-là qui nous renvoient à quelque chose de spontané, et des personnages qui vont jouer avec tout ce qu'ils ont à portée de main et tout transformer en un amusement, en quelque chose d'harmonieux et de plaisant. La manière dont il drague d'ailleurs est à peu près similaire, tout semble un peu facile. On a deux personnages qui sont un peu des hableurs comme ça, et qui se promènent un peu dans des scènes collectives et dans les studios, avec toujours un mot d'esprit, quelque chose qui est extrêmement facile et qui ajoute évidemment une dimension comique. Cette idée-là, on va la retrouver aussi dans la scène de Broadway Melody, dans tout ce ballet, où on voit le personnage de Don Lockwood, qui rejoue d'une certaine manière sa carrière, comme il le faisait au départ quand il raconte un petit peu son histoire, et où il est aussi en position d'enfant.
Hein, c'est quelqu'un qui découvre un monde, et quand il est face à cette créature iconique incarnée par Sid Charisse, il ne parvient pas véritablement à l'obtenir. Donc il y a aussi une espèce d'immaturité, si vous voulez, amoureuse, qui est incarnée dans ce ballet totalement onirique. Ballet qui lui aussi, d'ailleurs, est très référentiel sur le cinéma, hein, puisqu'on va vraiment convoquer des images des premiers films parlants, d'une certaine manière, et même du cinéma muet, avec le Scarface, hein, avec le cinéma de gangster de Howard Hawks, avec la coupe de Sid Charisse qui rappelle celle de Louis Brooks. Donc il y a toute une série de références d'Hollywood qui se regardent et qui se souvient un petit peu de tout ce par quoi il est passé. Et l'autre élément, évidemment, concernant la question de la mise en scène de la comédie musicale, c'est la manière dont justement esthétiquement elle va se construire. L'origine de la comédie musicale, avant qu'elle soit au cinéma, elle est sur scène, hein, c'est Broadway notamment, on en a justement la référence avec Broadway Melody, c'est une scène sur laquelle vous avez des danseurs, des lumières et puis généralement des grands groupes de danseurs. Donc on est sur un plan fixe et les spectateurs sont dans la salle et ils assistent à une comédie musicale. Le cinéma, évidemment, va avoir la possibilité de jouer avec ce code-là, d'y faire référence et en même temps de mener ailleurs. Et tout le charme de cette comédie musicale, et de bien d'autres, hein, mais c'est vrai qu'il est particulièrement incarné ici, c'est justement d'ajouter du mouvement, d'ajouter de la fluidité dans quelque chose qui a l'air sautillant en permanence et qui se passe avec une simplicité désarmante. Hein, si vous regardez cette question du mouvement, on voit des personnages qui passent leur temps à écarter, voire à déchirer les cloisons qui sont autour d'eux. Hein, si ça se résume, vous avez quand même quelqu'un qui, en gros, monte sur une voiture puis sur un tram, saute comme s'il tombait du ciel dans une voiture. Vous avez une jeune femme qui sort d'un gâteau. Vous avez aussi le danseur, hein, qui va traverser les cloisons ou faire des saltos. Tout est un terrain de jeu et on voit des personnages qui ont toujours la capacité d'aller largement au-delà de ce que pourrait faire le commun des mortels. Et c'est déjà un des ingrédients de la fameuse magie, justement, de la comédie musicale. Mais c'est quelque chose qui va plus loin, notamment dans le travail du cadre et des mouvements d'appareil. Si vous regardez, non seulement ils ont la capacité de jouer avec tout ce qui les entoure, mais ils sont aussi au sein de décors. Évidemment, tout ça est fait en studio. Il n'y a pas un seul décor naturel dans ce film. Et ces décors ont été construits et pensés non seulement pour la chorégraphie, mais aussi pour les mouvements de caméra. Hein, je vous donne deux exemples. La scène, justement, Moses, la scène chez le professeur de diction. On commence dans un espace très restreint, avec ce professeur qui trône au milieu et qui donne la leçon. Et quand les deux commencent à prendre le dessus, vous avez une caméra qui recule et vous avez un espace démesuré qui n'a strictement rien à voir avec ce que pourrait être un cabinet d'un tel professeur. Donc l'espace s'élargit et on voit des personnages qui vont quitter le sol, qui marchent sur le bureau, qui s'entourent des rideaux, qui montent sur des chaises et qui vont justement investir l'espace de manière différente. C'est le même principe dans Good Morning, où on voit très clairement le cadre restreint d'une cuisine, puis ensuite des travelling latéraux qui vont nous permettre d'élargir l'espace et d'aller de haut en bas, de droite à gauche, et même dans la profondeur de champ, avec des personnages qui vont grimper sur les rambardes et qui vont ensuite prendre tout ce qui leur tombe sous la main et le transformer en accessoires ludiques, oniriques, poétiques. Donc le principe de la comédie musicale, c'est celui de l'expansion continue. Et c'est évidemment ce qui accompagne et ce qui même génère l'euphorie du spectateur. Si vous regardez aussi, chaque morceau est toujours construit sur un principe qui est celui de la gradation. On a des débuts un peu modestes qui permettent de créer un lien avec le cadre narratif qu'on avait auparavant, puis une musique qui généralement s'emballe, des numéros qui s'éloignent de plus en plus d'un cadre réel, qui souvent vire d'ailleurs à une espèce de best-of de toutes les danses possibles, des ruptures, des changements de mélodie. Ils nous font du French cancan, puis du vaudeville, puis du grotesque. Ça va vraiment dans tous les sens. C'est aussi ce best-of qu'on a évidemment dans le ballet. Et ensuite, on va réserver toujours une sorte de clou du spectacle. On avait déjà été impressionné par ce qu'ils savent faire, et on va aller encore plus loin, encore plus haut, dans les sauts, dans les acrobaties, etc. Donc c'est quelque chose qui est une espèce de gradation continue et qui fonctionne par saut et qui va évidemment nourrir toute la dynamique du film. Donc l'autre élément important, c'est évidemment par rapport à ce regard que Hollywood a sur lui-même, c'est la question de la facticité, puisqu'elle est au cœur même du film. Le premier élément, c'est de voir comment esthétiquement Stanley Donen et Gene Kelly jouent avec les différents formats. Vous avez souvent des films des images qui commencent dans le cadre
carré, puisque le cadre est assez carré au moment du muet, en noir et blanc. Puis une caméra qui recule, qui vous montre par exemple les rideaux et le public. Et puis ensuite, vous avez d'autres scènes où on voit une scène, on est immergé dans l'élément premier de cette scène, puis une caméra qui recule et qui vous montre le plateau, qui vous montre les caméras, les câbles, etc. Et qui vous donne à voir, sur le principe très connu aujourd'hui, qui est celui du making-of, la manière dont ça se construit. Donc déjà, on nous offre, si vous voulez, une place privilégiée qui serait celle de ceux qui sont dans le secret et qui savent comment ça se construit. Mais on va aller quand même plus loin parce qu'il va y avoir un jeu malicieux avec toute cette thématique du mensonge qu'on a dès le départ. Dès que Don Lockwood arrive au micro et raconte son existence, on a un jeu très malin qui est celui du contrepoint entre la légende qu'il raconte à l'oral et la réalité des images qui montre évidemment la difficulté qu'il a eue à devenir ce qu'il est. Ce qui renvoie là pour le coup à bien des réelles biographies de tous ceux qui ont réussi à Hollywood, qui sont passés par des périodes extrêmement difficiles et évidemment on n'a même pas gardé en mémoire ceux qui n'avaient pas réussi à percer. Mais en tout cas, on joue déjà sur la légende qu'il faut vendre, devant, lors des avant-premières, tout le monde est en représentation. Ce sera évidemment le cas aussi pour le fameux couple entre Lina et Don Lockwood, qui est un couple totalement factice et qui est là, qui est construit par les producteurs et qui permet de générer un public et de satisfaire cette confusion continue qu'il y a entre le monde du spectacle et ce que seraient ces stars dans la réalité. Et vendre les films, c'est continuer à écrire d'autres fictions dans ce qui est supposé être le réel. Lina Lamont, c'est celle qui n'a pas compris. C'est un personnage très comique et qui, évidemment, n'a pas fait le lien et d'ailleurs refuse de croire à autre chose que ce qu'on a écrit pour elle. Et on va tout le temps opposer les sentiments qui sont faits pour le public, qui sont factices, et les sentiments réels qui sont volontairement dans l'ombre. Le personnage de Cosmo qui arrive au départ, et qui personne ne s'intéresse à lui, il annonce dès le départ le fait que peut-être les vrais artisans les plus importants sont ceux qu'on ne voit pas à l'écran, qui sont en coulisses. Et le personnage, évidemment, de Cathy subira toute cette idée-là. Donc on a une série comme ça de pics qui sont envoyés à un univers qui peut être un peu trop brillant, qui peut être évidemment surécrit et qui contiendrait sa part de mensonge pour pouvoir fonctionner. On le voit évidemment aussi dans la manière dont tout est verrouillé et la presse est complice évidemment de ce système-là. C'est quelque chose qui est abordé la même année par un autre réalisateur, Vincent Minnelli encore, c'est la 4e fois que je le cite aujourd'hui, dans un film extraordinaire qui s'appelle Les Ensorcelés, donc qui date de 1952 aussi, et qui pour le coup est la version extrêmement noire de ce regard sur Hollywood. On a l'histoire d'un producteur et à quel point il a fait souffrir une actrice, un auteur, un réalisateur. Et là, on a vraiment un regard extrêmement décapé sur le réel qui n'a rien à voir avec la comédie qu'on vous présente ici. Donc, dans la logique même d'un récit, et d'un récit hollywoodien, il s'agit maintenant, évidemment, de créer quelque chose qui va être de l'ordre de la morale et qui va faire qu'on va pouvoir vaincre une partie des mensonges. On va avoir, évidemment, cette idée d'aller vers une révélation des secrets. Donc, toute la question du trucage, qui consiste à faire en sorte que Cathy, ce personnage qui a été condamné à être dans l'ombre, eh bien, on va lui imaginer une trajectoire difficile au départ pour qu'elle puisse encore plus briller sous les projecteurs à la fin. C'est celle à qui on fait une déclaration dans un studio vide, avec un personnage, Don apparemment ne peut pas imaginer dire ses sentiments sans passer par un décor artificiel de studio, donc ça c'est assez intéressant. Il est de ce point de vue-là au départ un peu comme Lina, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être une personne autre que dans un milieu factice où tout est mis en scène pour qu'il puisse s'exprimer, si vous voulez. Et après, évidemment, à la fin, eh bien, son amour va être révélé au grand jour et devant un public réel, qui est l'écho évidemment de nous dans la salle, qui regardons ce qui se passe avec toujours ce principe de la mise en abîme. Le personnage de Don, c'est celui qui grandit progressivement et qui passe évidemment de la futilité du départ, où il pense pouvoir justement séduire comme il l'entend, et qui va devoir évidemment avouer son amour et être prêt à risquer son contrat. Le personnage de Lina,
c'est évidemment la méchante punie, exactement comme dans les contes, et qu'il y a justement une sorte d'excès dans le mensonge. Elle veut absolument tout verrouiller. Vous remarquerez que si elle est totalement stupide, elle est quand même très intelligente quand il s'agit de lire son contrat, hein, et qu'elle arrive à mettre en place la fameuse situation inextricable un quart d'heure avant la fin et que tout se résolve magiquement comme justement l'exigent les canons hollywoodiens. Donc c'est une personne qui justement, par excès de confiance, veut avoir toute la gloire et aura évidemment en revers la totale humiliation, et là aussi en public. Et derrière, vous avez le personnage de Cosmo, qui dès le départ était le personnage de l'ombre et qui en réalité est une sorte d'éminence grise et qui a réfléchi en permanence à tout et qui, parce que justement il n'est pas sous les projecteurs, a la capacité de savoir ce que veulent les spectateurs. À de très nombreuses reprises, c'est lui qui a les idées. C'est lui qui pense au doublage, c'est lui qui justement arrive à trouver le titre, et c'est lui qui met en place certains plans qui vont permettre la révélation. Hein, on le voit tirer la corde, avec les autres évidemment, mais on le voit aussi diriger des orchestres et humilier en passant justement lui aussi derrière le micro. Donc c'est celui qui est le grand artisan et qui reste dans l'ombre et qui pour le coup renvoie aussi évidemment aux réalisateurs, hein, qui sont les grands invisibles, mais les grands orchestrateurs de tout ce qu'on est amené à voir. Et évidemment, la révélation finale, c'est celle de personnages qui vont pouvoir au grand jour dire qui ils sont et finir dans une mise en abîme assez surprenante, puisque Singing in the Rain, qui n'a pas l'air d'être dans le film, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des incohérences assez amusantes dans cette construction du film. Comment le ballet Broadway Melody est censé s'intégrer dans un film de KPDP ? On ne comprend pas nous-mêmes. Le producteur lui-même, d'ailleurs, dit « je ne vois pas trop comment... » En fait, on s'en fiche. Hein. Et ils le disent clairement, ils l'assument. Et ça, c'est assez amusant. Hein. L'idée, c'est de placer ça. Et là, on est relativement... il y a une nonchalance qui dit « non, mais c'est au goût du jour, c'est ce qui plaît, et on va le donner. » Ils le disent dans le film, et ils le font réellement, parce que c'est le public de 1952 qui exige justement de tels morceaux de bravoure. Et ces éléments-là forment justement un show où à la fin, on a réellement la confusion, c'est-à-dire que le couple à la ville est le couple de stars sur une affiche qui a le même titre que le film que nous voyons. Donc, ce qui crée une sorte de vertige un petit peu et qui montre que certes, la morale du film consiste à dévoiler la vérité et à faire grandir certains personnages par rapport aux mensonges qu'ils pouvaient mettre en place, mais en réalité, la véritable finalité du film, c'est encore le show, de manière très claire. Parce que la comédie musicale va certes évoquer la manière dont elle se construit, mais elle ne perd jamais de vue que ce qu'elle doit vendre à ses spectateurs, c'est du rêve. Hein. Et dans tout le film, on voit que toute cette structure, qui est la structure du conte, si vous voulez, élément perturbateur et résolution pour provoquer une satisfaction et aboutir à une situation finale qui sera supérieure à la situation initiale, si vous voulez, elle se fait toujours par rapport à des contraintes qu'on arrive à résoudre et avec un certain talent. Et si vous regardez, un très grand nombre de chansons, de passages musicaux, fonctionnent de cette manière-là. Hein, Make Them Laugh, c'est au départ ça va pas, on a un peu le blues, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait rire les gens et ça va aller mieux. Good Morning, c'est exactement la même chose. Hein. On est au terme d'une première catastrophique et on est dans une espèce d'ode à la résilience où ça y est, demain est un jour nouveau, on a trouvé quelque chose et on a retrouvé le sourire même si dehors il pleut complètement. Singing the Rain, c'est exactement ça. Hein. Il a du soleil dans le cœur, donc il peut danser et chanter sous la pluie. Ça deviendra même quelque chose justement de ludique et d'enfantin. Donc toutes ces chansons-là, à chaque fois, sont une espèce de recette qui explique comment faire avec un point de départ qui pourrait être négatif, qui pourrait être une épreuve, qui pourrait être une impasse, et comment la transformer en quelque chose qui puisse être positif. La structure, enfin la recette même pour améliorer ce film raté consiste à dire quoi? Le premier cinéma parlant n'a rien à dire. Les répliques sont ineptes, hein, et très clairement, on est dans du I love you, I love you, I love you, et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est finalement l'essence du cinéma? Eh bien, ça va être de procéder par hyperbole. Mouvement, danse, chanson, quelque chose de purement harmonieux, et ça va être
du pur cinéma, un pur langage cinématographique qui ne sera pas, justement, comme le disait Katie Selden quand elle est dans sa voiture, le vrai jeu théâtral de New York, du Shakespeare et du Ibsen. Non, le cinéma, il a son propre univers, son propre langage, et c'est la comédie musicale qui va être la plus à même de l'incarner, si vous voulez. Et c'est là qu'on a quelque chose qui est le cœur de ce film, et qui explique peut-être son succès encore supérieur à d'autres comédies musicales, c'est la facilité avec laquelle on passe justement des scènes parlées aux scènes chantées, et l'aisance avec laquelle tout le monde se déplace. Stanley Donen et Gene Kelly sont connus pour justement mettre en place une esthétique dans laquelle on va avoir des plans très larges, et dans lesquels on a des plans qui sont souvent des plans séquences, des longues prises dans lesquelles on voit les personnages proposer un numéro quasi intégral. Là, de ce point de vue-là, on fait un hommage à Broadway. Broadway, les personnages qui dansent en scène, ils ne peuvent pas faire couper, puis là, on va faire un petit insert sur un numéro de claquettes que j'ai fait le lendemain et qu'on va repost-synchroniser avec du son. Ils sont obligés d'être performants en direct. Au cinéma, on peut tricher. Et il y a des comédies musicales qui trichent avec un montage extrêmement cut et qui vous donnent une illusion de continuité. Ici, on a de très longs passages dans lesquels les personnages sont vraiment forcés d'être en pure synchronisation et font une réelle performance. Et avec une aisance qui est totalement incroyable. Rien que la scène, par exemple, où dans Good Morning, ils montent les escaliers et les descendent. C'est tout beau, tout fluide, ça dure quelques secondes, c'est des heures et des semaines d'entraînement. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et là, on touche le cœur de Hollywood classique. Le classicisme Hollywood, l'âge d'or, consiste à gommer toutes les traces du travail. Il y a tellement de travail qu'on arrive à effacer qu'il y en a. On gomme les coutures. Donc c'est très paradoxal. Pendant le film, on n'arrête pas de vous montrer à quel point les gens travaillent, et en même temps, dans ces moments très spontanés, très faciles, c'est là où les performances sont les plus difficiles et qu'on a l'impression qu'ils sont juste en train de se détendre après une nuit blanche et que la joie fait qu'ils arrivent à se déplacer de cette manière-là. Donc c'est là que se situe justement un des secrets de fabrication. Et pour autant, il y a énormément de travail, et il y a énormément de facticité, et il y a énormément de mensonges derrière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc deux actrices, Jean Hagen, qui joue Lina Lamont, et Debbie Reynolds, qui joue Katie Selden. Dans le film, Katie Selden double Jean Hagen, qui parle extrêmement mal. Il faut savoir que les moments où Debbie Reynolds double Jean Hagen, on entend la voix de Jean Hagen, en réalité. Parce que Debbie Reynolds, un peu jeune comédienne, elle avait un accent texan qui ne plaisait pas du tout aux producteurs, et qui se sont dit non, et donc finalement, Jean Hagen se double elle-même en prétendant avoir une voix insupportable. Et les passages chantés, elle est doublée par une autre chanteuse qui évidemment n'est pas elle. Donc vous voyez qu'on a quelque chose d'assez délicieux qui évidemment n'était pas expliqué au moment de la sortie du film et qui montre justement cette succession de couches de facticité qui nous donne l'illusion d'un résultat qui serait parfait, qui serait spontané et qui serait facile. Parce que finalement, le but du film n'est pas du tout de faire du spectateur quelqu'un de lucide qui aurait une connaissance des arrière-cuisines d'Hollywood, comme ce sera le cas justement dans Sunset Boulevard ou dans Les Ensorcelés. Non, le but c'est simplement de rendre le spectateur complice, en fait, de la manière dont ces personnages ont œuvré pour faire la chose la plus belle possible et montrer qu'avec justement de l'acharnement, du courage, de la créativité, on peut arriver à poétiser le réel et avec cette idée de cette magie hollywoodienne qui consisterait à dire que voilà, tout spectateur sortant se rappellera la prochaine fois qu'il pleut, que ce soit de manière symbolique ou réelle, qu'il y a moyen de transformer ça en quelque chose de magnifique et d'harmonieux. Merci de votre attention.